Bonjour les enfants. Alors ça y est, le bac de français 2021 est passé. Vous sortez de l'épreuve écrite et peut-être vous vous posez des questions sur votre prestation. Eh bien, cette vidéo pourra sans doute calmer vos doutes et vos angoisses. Elle se propose de se pencher sur le commentaire portant sur l'objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Vous aviez ainsi à commenter un extrait du chapitre 2 des Choses de Georges Perec. Bon, alors pour commencer, quelques petites précisions sur cet auteur et sur ce roman. Certes, le chapeau introductif vous donnait l'essentiel pour comprendre l'extrait et éclaircir le projet de Perec. Mais il est aussi possible de le préciser un peu afin de bien saisir les enjeux du passage à commenter. Donc, Les Choses est en fait le premier roman de Perec qu'il publie en 1965, lequel ensuite se fera connaître plus tard pour ses jeux sur le langage avec l'Oulipo, Perec étant par exemple l'auteur d'un roman, La Disparition, qui joue sur la disparition d'une lettre, c'est-à-dire le E. Le roman déconcerte à sa sortie, bien que cela ne l'empêche pas de connaître le succès et de recevoir le prix Renaudot. Il déconcerte car très proche des expérimentations littéraires et narratives de ce qu'on a appelé le nouveau roman, son écriture déjoue quelque peu les attentes du genre romanesque. Les personnages ont peu d'épaisseur psychologique, l'intrigue se réduit à quelques péripéties, le texte accumule les descriptions au point même de saturer le texte, et l'écriture passe pour neutre, objective, ce qu'on a pu appeler l'écriture blanche ou ce que Barthes intitule le degré zéro de l'écriture. Bon. Le roman a ainsi pu passer pour une sorte d'étude sociologique plus qu'une œuvre littéraire. Alors en effet, l'objectif affiché par Perec dès la deuxième de couverture et le sous-titre qu'il donne à son roman est de composer une histoire des années 60, c'est-à-dire celle des 30 Glorieuses. Donc ce qui l'intéresse, c'est davantage de faire le portrait d'une génération que celui de personnages précis. Son axe est alors le suivant. Les objets sont partout. Et il n'arrête pas de susciter constamment des désirs chez les hommes, tant et si bien que les êtres ne sont plus les acteurs majeurs de la société. Car ce sont désormais les choses qui dominent et qui aliènent les existences. Il rend donc compte d'une nouvelle écologie du quotidien où ce sont les objets qui ont pris le dessus sur les hommes. À travers Sylvie et Jérôme, Perec, qui puise dans sa propre autobiographie, mais aussi dans son observation de son époque, interroge la place et, si je puis dire, les névroses de l'homme en prise avec la société de consommation. Ce cadre étant posé, intéressons-nous désormais à l'extrait que vous aviez à commenter. Bon, vous verrez qu'il illustre parfaitement ce cadre que je viens de dénoncer. Je vous laisse la mission de le relire et je me permets, pour commencer, de le débroussailler, si je veux dire, de sorte à faire ressortir ses enjeux principaux. Bon, le but est d'abord de vous attirer l'attention sur ce qu'il fallait prioritairement voir. Alors déjà, il fallait remarquer qu'il s'agissait d'une description, tout simplement. La description d'un intérieur parisien. Alors, celle-ci frappée par sa minutie. Perec ne nous épargne aucun détail. On croirait lire d'ailleurs un catalogue Ikea. Et cette écriture du détail donne l'impression d'une forme de réalisme, provoquant ainsi ce qu'on a appelé un effet de réel. Mais, et c'est tout le paradoxe de ce passage, le lieu décrit avec précision n'existe pas. Perec rend compte d'une vision fantasmée de l'appartement, lequel s'avère, on le voit dans le deuxième paragraphe, bien plus miséreux et inconfortable que Sylvie et Jérôme le souhaiteraient. Le passage permet alors d'explorer les rêves de confort de ce jeune couple, des rêves conventionnels qui ne se tournent que vers l'aspect matériel de leur existence. Perec fait en creux le portrait d'une génération, née avec les 30 Glorieuses, celle d'une jeunesse paresseuse, entre guillemets, hantée par des désirs mercantiles et qui ne vit pas tellement sa vie, mais la fantasme.
Jérôme et Sylvie sont des enfants capricieux qui veulent tout de suite, qui ne peuvent se contenter de ce qu'ils ont et se voient prisonniers des désirs qui les dépassent et les rendent in fine tristes. Ainsi, on pourrait poser plusieurs problématiques pour étudier ce texte. La première permet de faire le lien entre la description des lieux et celle des personnages. La seconde va dans le même sens. La troisième est peut-être plus simple, mais tout aussi acceptable. Dans quelle mesure l'opposition entre rêve et réalité permet-elle de faire le portrait d'un jeune couple ? Toujours est-il, il n'existe pas une problématique, mais plusieurs. Le but étant pour vous d'avoir déployé un projet de lecture qui se tient. Par exemple, si vous n'avez que vu l'opposition entre rêve et réalité, on peut éventuellement considérer qu'il y a la mise en place d'un projet de lecture cohérent, bien qu'il ne fasse pas et ne rende pas compte de tous les éléments significatifs. Je vous propose pour finir un plan. Alors, entendez bien, il n'est ni unique ni parfait. Cependant, il a pour qualité d'opérer une synthèse des principales pistes de lecture à déployer pour commenter cet extrait. Alors, vous voyez qu'on peut commencer par un premier axe de lecture qui s'intéresse à la description. Voir que c'est une description réaliste, mais imaginaire. Une première sous-partie s'intéresserait au caractère détaillé de l'écriture, de montrer ainsi qu'il joue sur l'effet de réel. On pourrait alors se pencher sur les très nombreuses expansions du nom qui permettent à chaque fois de donner des détails supplémentaires. On pourrait se pencher sur les précisions spatiales, telles que à gauche, à droite ou encore en dessous. Et bien sûr, commenter le recours à l'énumération et à la juxtaposition qui permet d'accumuler un nombre de détails importants. Une deuxième sous-partie aurait pu se pencher sur l'idée de confort et l'idée d'abondance. Le texte est écrit sur le mode de l'accumulation, d'où les nombreuses anaphores, notamment avec la répétition de la préposition « avec » dans le premier paragraphe. On pourra remarquer la longueur des phrases qui, par leur étirement, accumulent également de nombreux objets. Et enfin, il était possible de relever l'abondant champ lexical du mobilier qui sature l'ensemble du texte. Pour en finir avec cette description, il fallait se pencher sur le paradoxe dont on a déjà parlé. C'est le fait que ce texte est en vérité une rêverie. Le conditionnel passé à valeur d'irréel ainsi que le modélisateur sans doute le souligne. On aurait pu aussi commenter la répétition du verbe pouvoir à l'imparfait, qui montre bien qu'en fait le texte est du côté du potentiel, mais non pas du réel. On aurait pu encore s'intéresser à la proposition subordonnée circonstancielle de condition, pour peu qu'elle fût repeinte, décapée, arrangée avec quelque amour. Leur demeure eût été incontestablement charmante. Bref, cette sous-partie permettait de faire la transition avec l'axe suivant. Le deuxième axe, donc, s'intéresse au portrait qui est fait en creux des personnages. S'ils s'effacent derrière les objets, ceux-ci renvoient également à eux et à leurs pensées. Un premier constat s'impose, et ce sera la première sous-partie. Sylvie et Jérôme sont deux clowns. Sinon deux clowns. Hormis en un parallélisme qui décrit l'arrangement de leur plan de travail, avec Sylvie à gauche et Jérôme à droite, ils ne se distinguent pas et fusionnent. Ils sont un couple uni, ne formant qu'une seule personne. Ils partagent les mêmes envies, les mêmes objets. On le voit par exemple avec l'anaphore du déterminant indéfini même, ou bien encore l'emploi du pronom personnel de troisième personne du pluriel,
lequel témoigne de ce manque de personnalité. La conjonction de coordination mais dans le deuxième paragraphe marque une rupture, et c'est celle-ci qu'on va explorer dans la deuxième sous-partie. Cette rupture est en fait le passage du rêve à la réalité. On découvre alors un appartement mal entretenu en raison d'une forme de paresse. Pérec décrit donc une génération désœuvrée. Le verbe hyperbolique effrayait, mais la seule perspective des travaux les effrayait, accroît le poids terrible du rêve qui les empêche de faire quoi que ce soit dans le réel. Les nombreuses négations dans le deuxième paragraphe mettent en valeur l'inanité de leur vie, laquelle, finalement, sombre dans le vide pour ne pas être en mesure de la remplir comme il voudrait. Enfin, on pourrait se pencher sur les compléments circonstanciels de temps, avec 6 mois, 24 heures ou pendant 3 ans, qui mettent en valeur le laisser-aller qui est celui de Jérôme et Sylvie. Une dernière sous-partie permettrait d'analyser le caractère irrationnel des désirs des personnages. Pérec fait l'analyse fine d'une génération qui veut tout de suite. En parlant de miracle ou encore en donnant une vision idyllique qui dépasse les capacités des personnages, on pourra relever donc aussi au passage les nombreux adjectifs amélioratifs. Pérec porte un regard ironique sur ces personnages. Bref, j'espère que vous êtes un tout petit peu rassurés, que vous avez vu le maximum de choses dans ce texte qui n'avait rien de facile, il faut bien le préciser. Et enfin, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Allez hop, on croise les doigts et on se motive pour l'oral.